Bonjour, je suis ravie d'attaquer avec vous cette troisième leçon consacrée au décor intérieur sous la Renaissance française. Rappelons tout d'abord qu'avec la fin de la guerre de Cent Ans en 1453 et la création par le roi Louis XI d'un premier État-nation moderne, ces événements couplés permettent une nette amélioration des conditions de vie en France. Les châteaux forts devenus obsolètes avec l'invention de l'artillerie se transforment en maisons de plaisance, plus appropriées à une vie qui se sédentarise. De la première période de la Renaissance, naissent les célèbres châteaux de la Loire comme par exemple les châteaux de Chambord ou de Chenonceau. Concernant justement la distribution des pièces dans les châteaux de l'époque, je vous mets en exemple le plan du château de Chambord, château construit sous le règne de François Ier. Ce château est en quelque sorte le premier immeuble de France. Il abrite en tout 48 appartements presque tous identiques, répartis autour du grand escalier. À l'époque, on ne parle pas d'appartements mais de logis. Les logis ont plusieurs pièces. L'oratoire où l'on prie, la grande salle où l'on vit, le cabinet, nouvelle pièce intimiste où l'on s'isole pour travailler, pour s'instruire, la chambre où l'on dort, et vous avez parfois une garde-robe où l'on trouve notamment les latrines. Chambord est d'ailleurs l'un des premiers châteaux à en être pourvu. On trouve aussi parfois dans les châteaux français de la Renaissance un lieu nouveau, la galerie où l'on peut se promener, méditer, admirer les décors. C'est le cas de la galerie François Ier à Fontainebleau, alliant lambris de bois sculptés, compartiments peints à fresques et cartouches de stuc. Ou encore vous avez la galerie du Grand Écuyer au château de Waron, alliant un pavement de céramique et d'extraordinaires fresques librement inspirées de l'Iliade et de l'Énéide. Ces exemples vous montrent d'ores et déjà que l'art français de la Renaissance invente une nouvelle mode pour le décor intérieur qui occupe la totalité de l'espace, du sol au plafond en quelque sorte. Les sols dans les châteaux de la Renaissance française sont dallés de céramique, de pierre ou de briques. Les tapis n'existent pas encore. Pour se protéger du froid et de l'humidité, les sols sont recouverts de joncs, de fougères. Et les cheminées évidemment tournent à plein régime. Les murs des pièces d'apparat sont recouverts de peintures souvent inspirées de la mythologie. Ces peintures à fresques sont très souvent associées à des stucs. Je vous laisse observer. Les murs peuvent également être recouverts de lambris de bois de panneaux, comme ceux que l'on peut voir au château de Blois dans le cabinet de François Ier, que l'on appelle désormais le cabinet de Catherine de Médicis. Le décor est constitué de 180 panneaux de chêne, sculptés, peints et dorés qui dissimulent 4 placards à mécanisme secret, renfermant des documents ou des objets d'art. Enfin, ces murs peuvent également être recouverts de tapisseries. Je vous mets en exemple la chambre de Diane de Poitiers, favorite d'Henri II à Chenonceau. Ensuite, les plafonds. À l'image des palais italiens, les plafonds à caissons remplacent petit à petit les poutres. On peut donner en exemple le plafond du cabinet des Grelots dans le château de Beauregard. Ce plafond, comme vous pouvez le voir, est extraordinaire. Vraiment l'une des grandes spécificités de l'art français du XVIe siècle, c'est le vitrail. Tous les châteaux de la Renaissance sont à cette époque pourvus de magnifiques vitraux, en général en grisaille et rehaussés de jaune d'argent. Malheureusement, la majorité de ces vitraux ont aujourd'hui disparu. Je peux tout de même vous mettre en exemple certains vitraux du château d'Écouen qui ont été conservés. Tous ces intérieurs sont évidemment meublés. Les artisans du XVIe siècle fabriquent désormais des meubles fixes pour meubler ces châteaux de plaisance, ce qui marque une rupture avec le mobilier du Moyen-Âge. En se sédentarisant, ces meubles s'allègent, perdent un peu de leur aspect massif. Il faut toutefois nuancer cette affirmation, car nombreux sont encore les meubles qui conservent une grande mobilité pour suivre les seigneurs dans leurs déplacements. Et c'est notamment le cas du coffre. Le coffre n'a pas disparu. Sous la Renaissance française, le coffre est toujours un meuble très courant dans les intérieurs. Il sert essentiellement au rangement des vêtements ou encore du linge de maison. Sa façade est soit formée d'un panneau unique assemblé au reste du bâti en queue d'aronde, comme ici avec ce coffre qui est conservé au musée du Louvre, je vous laisse observer un instant, soit sa façade est divisée en plusieurs panneaux selon un assemblage à rainures et languettes, comme ici avec ce coffre également conservé au Louvre. Pour le rendre plus accessible, le coffre est désormais toujours surélevé de quelques centimètres sur des pieds, des boules aplaties, des griffes de lion ou tout simplement sur un soubassement. Passons à présent au siège.
Certains sont hérités du Moyen-Âge. C'est le cas de la chaire qui reste un siège d'apparat. La chaire conserve son haut dossier et pour quelque temps encore son assise formant coffre. Seul son décor change. On retrouve également tous les sièges d'usage commun que l'on a déjà vus. Banc, tabouret, archebanc, je n'y reviens pas. Parmi les nouveautés cette fois-ci, vous avez la chaise à bras. Certains considèrent qu'elle descend du faux d'Esteuil. Toutefois, contrairement au faux d'Esteuil, elle n'est pas pliable. La chaise à bras se distingue par son dossier bas, également par ses bras ajourés dont les supports se prolongent au niveau des pieds avant. Vous pouvez également voir que d'importantes traverses de piétement relient les 4 pieds en colonne pour former une entretoise rectangulaire. Cette chaise à bras est au début du XVIe siècle souvent garnie de coussins mobiles, dit aussi carreaux. Cette garniture amovible deviendra fixe à la fin du XVIe siècle. Notons que cette chaise à bras, vous l'avez peut-être déjà remarqué, est en réalité l'ancêtre du fauteuil. D'ailleurs, le terme fauteuil apparaîtra au XVIIe siècle. Autre nouveauté, la caquetoire. Ce siège est destiné principalement aux dames. Elle se caractérise par un haut dossier et une assise relativement basse de forme trapézoïdale. Elle s'adapte ainsi aux robes à vertugadin qui sont très à la mode. Le vertugadin est un élément du costume féminin correspondant à une sorte de bourrelet que les femmes portent autour de leurs hanches pour faire bouffer leur jupe. Cette chaise légère est le plus souvent positionnée près du feu, permettant ainsi aux dames de discuter, de caqueter à leur aise. Voilà pour les sièges. Je rappelle toutefois qu'en public, comme sous le Moyen-Âge, l'étiquette veut que l'on reste debout. Par exemple, dans le bal donné à la cour d'Henri III pour le mariage du duc de Joyeuse, le roi est assis sous un dais et seules quelques dames et l'orchestre ont droit à des tabourets, et le reste de l'assistance est debout. Voyons les lits. À partir du XVIe siècle, les nobles et bourgeois dorment dans un lit à quenouille. C'est-à-dire que les 4 pieds du lit se prolongent en d'élégantes colonnes de bois, dites quenouilles, richement sculptées en forme de colonnettes, de cariatides ou d'atlantes. Ces colonnes supportent le baldaquin rectangulaire qui est de même dimension que la couche. Ce baldaquin est recouvert de rideaux, on parle aussi de courtines. La nuit, ces courtines sont fermées pour protéger du froid l'occupant qui se repose. Et le jour, on les relève en les attachant aux colonnes. Autre type de lit qui semble n'avoir jamais existé, les lits en vaisseau. Sachez que l'artiste Jacques-André du Cerceau a effectivement imaginé des lits en vaisseau assez incroyables. Toutefois, nous n'avons retrouvé aucune trace de ces lits. Passons au buffet. Au cours de la première Renaissance, le buffet conserve sa forme moyenâgeuse, à savoir une sorte de coffre reposant sur un piétement formant guichet, ouvrant à 1 ou 2 vantaux et muni de tiroirs. Puis, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, son guichet se transforme en une deuxième armoire pour constituer véritablement un meuble à 2 corps ouvrant à 4 vantaux. Le corps supérieur, toujours en retrait, est séparé du corps inférieur par une ceinture centrale de tiroirs. Ce type de buffet à 2 corps est appelé communément buffet Henri II. Sur le plan structurel, il est clair que les artisans s'inspirent fortement de l'architecture. Le buffet est un meuble très architecturé. Les montants des buffets, en pilastre, en cariatide ou en atlante, soutiennent généralement une corniche antique ou encore un fronton brisé. Ensuite, le dressoir. On l'a déjà étudié, il s'agit d'un meuble d'apparat permettant au seigneur d'exhiber ses plus belles pièces d'orfèvrerie lors des grandes réceptions. Ce meuble existe toujours à la Renaissance, mais il commence à disparaître au profit du buffet, ou du moins il devient difficile de les différencier. D'ailleurs, dans les inventaires de l'époque, le dressoir est souvent désigné comme un buffet d'apparat. Je vous présente tout de même un exemple, il s'agit d'un dressoir à la manière de Jacques-André du Cerceau, de la deuxième moitié du XVIe siècle. Autre meuble, autre nouveauté, le cabinet. Aujourd'hui disparu, le cabinet a connu une longue période de faste. Fabriqué à partir du XVIe siècle principalement en Italie, en Espagne et dans les pays germaniques, le cabinet est le meuble par excellence des collectionneurs. Or justement, la Renaissance, c'est vraiment l'époque lors de laquelle naît le concept de collection d'objets de curiosité. Princes, seigneurs et gros négociants accumulent des objets d'art. Et le cabinet permet de ranger justement toutes ces collections de monnaies, de médailles antiques, camées et autres objets de curiosité. Concernant sa structure, il s'agit d'un petit meuble à façade compartimentée, fermé par des vantaux.
Au début du XVIe siècle, c'est un meuble portatif muni de poignées latérales afin de le déplacer facilement. Mais dès la fin du siècle, il devient un meuble fixe et repose sur un piétement généralement à colonnes. Concernant son décor maintenant, le cabinet est souvent marqueté d'un bois rare, tel que de l'ébène, ou bien richement sculpté. Bref, vous l'avez compris, c'est un meuble luxueux, très travaillé. Et c'est là toute l'ambivalence, toute la contradiction du cabinet. Il est à la fois ostentatoire, et en même temps, il est le gardien de bien des secrets. Passons à présent aux tables. Les tables occidentales fixes sont une invention de la Renaissance. Jusqu'à présent, au Moyen-Âge, les hommes se contentaient de dresser un plateau volant sur des tréteaux lorsqu'ils souhaitaient passer à table par exemple. Attention, on ne perd pas cet usage à la Renaissance. On continue de dresser la table au moment des repas, mais vous avez désormais également des tables fixes. Je vous présente ici une gravure, La mort d'Henri II aux Tournelles datant de 1559, où l'on aperçoit justement une table à 4 pieds reliée par une traverse, habillée d'une nappe. Il s'agit d'un des premiers modèles de table fixe de la Renaissance. La table classique de la Renaissance se compose d'un épais plateau rectangulaire, ceinturé de godron ou autre frise à motifs répétitifs, reposant sur 4 pieds en colonne ou en balustre. L'entretoise de piétement prend la forme soit d'un cadre, soit d'un socle volumineux, soit d'un H agrémenté souvent d'une rangée de colonnettes de soutien. La table comprend parfois des rallonges. Autre modèle de table sous la Renaissance, la table dite en éventail. Ces montants prennent la forme d'un éventail richement sculpté. En guise de conclusion, on peut dire que le mobilier français a fortement évolué au cours du XVIe siècle, s'adaptant aux nouvelles mœurs de la société. Les changements se sont d'abord fait sentir dans les décors, puis ils ont atteint vers le milieu du siècle les structures, les bâtis de ces meubles. Je pense par exemple à l'évolution des buffets. Cette créativité a même engendré des meubles de type nouveau, comme le cabinet ou encore la caquetoire. Malheureusement, cette créativité va finir par s'essouffler, avec d'une part le décès des meilleurs artisans de la Renaissance française, je pense notamment à Androuet du Cerceau ou encore Hugues Sambin, et d'autre part, en raison du climat de violence et d'insécurité dans le royaume de France né des guerres de religion dans la seconde moitié du XVIe siècle. Nous étudierons dans la prochaine leçon le style Louis XIII qui, vous le verrez, reprend les formes de la Renaissance mais en simplifie fortement les décors. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite.